Euh, Madame l'ambassadrice, mesdames, messieurs, chers amis, bienvenue à l'Institut français de Bulgarie. Très grand honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Célia Bellin. Juste peut-être vous dire quelques mots sur cette rencontre, ces échanges que nous allons avoir aujourd'hui et dans quel cadre cela s'inscrit. Euh, Comme bien évidemment nous en avons tous conscience, euh, le monde est très bousculé, beaucoup de désordre, beaucoup de brutalisation. Et nous nous sommes dit ici à l'Institut français qu'il était peut-être indispensable de parler de géopolitique et pas simplement sur des constats, mais voir comment on peut faire face, en fait, notamment en pensant à nos valeurs communes. Et donc sur ce constat, nous avons souhaité créer un cycle que nous avons débuté il y a quelques mois. Nous avons évoqué les problématiques de désinformation et puis au mois de février, nous avons exprimé notre solidarité en direction de l'Ukraine pour commémorer les 4 ans de l'invasion, de la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine. Et nous poursuivons donc. Et aujourd'hui, nous allons, je pense, ensemble réfléchir à ce qui nous questionne beaucoup, qui nous trouble beaucoup. C'est ce que nous observons aujourd'hui aux États-Unis. Grâce à votre éclairage, savoir un peu plus s'il s'agit d'un accident politique, d'un moment peut-être de quelques années de désordre démocratique ou d'une transformation plus durable de l'Amérique. Et bien sûr, cette interrogation n'est pas entièrement nouvelle. Et dans les échanges que nous avons eus, je vous disais que on sait que ça a traversé aussi la littérature. Et on pense au grand écrivain Philip Roth dans The Plot Against America, lorsqu'il imagine à travers une fiction politique le basculement possible d'une démocratie américaine vers un pouvoir autoritaire, voire fasciste et isolationniste. Mais bien évidemment, ce qui nous intéresse ce soir, ce n'est pas la fiction, c'est ce que traverse l'Amérique contemporaine, la dynamique du Trumpisme et ce que cela change pour nous en tant qu'Européens. Et donc, comme je le disais, pour nous aider à y voir plus clair, nous avons l'immense honneur, le très grand plaisir d'accueillir Madame Célia Bellin, spécialiste reconnue des États-Unis et des relations transatlantiques, chercheuse senior à l'European Council on Foreign Relations et directrice de son bureau à Paris. Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages sur les États-Unis. Il y en a 2 qui sont sur cette table, mais je voudrais aussi mentionner d'autres ouvrages plus anciens, notamment Droite évangélique et Lobby chrétien pro-Israël, publié chez Fayard en 2011. C'est forcément une réflexion très intéressante pour aujourd'hui aussi. Et puis également, mais là je crois que nous l'avons sur le présentoir, des démocrates en Amérique publiés chez Fayard en 2016. Et puis de très nombreuses études que vous avez faites pour différents centres de recherche, think tank, et bien évidemment pour le European Council on Foreign Relations. Notamment, on va en parler, MAGA Goes Global, et puis plus récemment sur l'archipel européen, la fragmentation des opinions en Europe. Une étude que vous avez publiée, je crois, avec Pavel Zerka. Alors voilà pour les présentations. Et j'aimerais commencer par une question qui peut paraître qui est très simple pour moi, mais la réponse est complexe, j'imagine. Quand on parle aujourd'hui de Trumpisme, j'ai employé ce mot et c'est l'intitulé que nous avons choisi, Trumpisme, accident politique ou Nouvelle Amérique. Est-ce qu'on parle d'un homme, d'un style politique ou d'une transformation de l'Amérique? Alors ça ouvre beaucoup, mais voilà, j'aimerais bien vous entendre. Merci beaucoup, ça fonctionne.
Merci beaucoup de cette invitation. Je suis absolument ravie d'être là. Merci à l'Institut français et à Madame l'ambassadrice pour cette invitation. À partager un petit peu des réflexions qui ne sont pas seulement les miennes, mais aussi celles de notre équipe du programme États-Unis à l'ECFR, European Council on Foreign Relations, et de nombreux autres collègues, parce que, comme beaucoup d'Européens, on s'interroge sur le tournant que connaissent les relations transatlantiques, en particulier depuis la réélection de Donald Trump, mais plus largement en regardant au long cours quelle est l'évolution de notre continent par rapport aux États-Unis. Donc je suis très contente d'être là aujourd'hui. C'est pour moi la première fois à Sofia, en Bulgarie, et je serais aussi ravie d'entendre des perspectives bulgares, des perspectives d'autres Européens sur cette réalité à la fois de l'influence du Trumpisme en Europe, des disruptions qu'apporte Donald Trump et son administration sur l'ordre international, parce que, comme on le constate à l'ECFR, les perspectives sont très souvent nationales. En réalité, les Français ont une certaine manière de penser l'Amérique, les Allemands une autre, les Polonais encore autre, et les Bulgares évidemment. Pour essayer de répondre à cette question, la question de savoir qu'est-ce que le Trumpisme, de quoi est-il le nom, on peut le résumer en se disant, est-ce que le Trumpisme, c'est un homme, Donald Trump, ou est-ce que c'est une révolution? Et cette révolution, c'est souvent appelé MAGA, Make America Great Again. Est-ce que c'est un mouvement politique que l'on, par ailleurs, trouve révolutionnaire? Et évidemment, la réponse, c'est un peu les deux. C'est vraiment la rencontre d'un homme et d'une révolution. Et d'ailleurs, c'est parfois un homme imparfait pour cette révolution. C'est pour ça qu'on voit des tensions et des désalignements par rapport à ce que Donald Trump croit incarner, et comme il n'en fait qu'à sa tête, il est parfois en dehors du mouvement MAGA, mais il est aussi celui qui le façonne et celui qui lui donne son orientation. Donc c'est un peu les deux que je voudrais exposer. Alors juste pour revenir sur ces deux points, d'abord c'est un homme, parce qu'il ne faut jamais oublier, quelqu'un, un jour, un analyste politique m'a dit, tout simplement, quand j'avais écrit ce livre sur les démocrates en Amérique, en m'interrogeant qui allait gagner les primaires démocrates de 2020. Vous savez que les primaires démocrates, c'est Joe Biden qui les a gagnées et qui a ensuite gagné l'élection présidentielle américaine. Et il y avait, avec Joe Biden, 19 autres candidats démocrates, plus ou moins enthousiasmants. Et puis, un analyste politique m'a dit, c'est normal, c'est Joe Biden qui gagne, c'est le plus connu. Et en fait, cette analyse est simplement basée sur le fait que les États-Unis, à la différence de tous nos pays européens, est un très grand pays, très peu politique, très fédéral. Et donc, il y a une distance très grande entre les habitants et leur quotidien dans tout un tas d'États américains et le pouvoir fédéral, Washington, qui est souvent mal compris. Parfois, on pourrait le comparer un peu, c'est vous, par rapport à Bruxelles. Donc, on aime beaucoup le président, il y a plein de films qui sont faits autour de la personne du président, etc. Et il est très incarné aux États-Unis. Mais cela dit, c'est un peu distancé. Et donc, pour faire le choix, finalement, quand on regarde bien, les Américains prennent très souvent le plus connu. Et Donald Trump, c'est la célébrité ultime. C'est l'homme de la célébrité depuis 40 ans, 50 ans, qui a passé non seulement une célébrité basée sur son talent de businessman, mais surtout ses talents en télé-réalité, ses talents ou encore ses frasques, et bien sûr, pendant de nombreuses années, son implication dans les grandes questions politiques. On a aussi, au-delà de ça, non seulement une énorme célébrité, mais quelqu'un qui, dès 2016, apporte un récit à l'Amérique qui lui manquait. Et ça, il faut bien le dire, Donald Trump en 2016 et Donald Trump en 2024 apportent à l'Amérique un récit explicatif de ce qui leur arrive. En 2016, il leur dit 3 choses simples. La Chine vous vole vos emplois. Il faut juste rapatrier le boulot. Vous avez perdu votre boulot, c'est parce qu'on est trop ouvert. Les Mexicains passent la frontière, il y a trop d'immigration. Vous le ressentez, voilà, c'est une réalité, il faut que ça s'arrête.
Et il faut mettre fin aux guerres sans fin. Et l'Irak était une guerre absurde. On pourra revenir sur l'ironie de ce récit. C'était extrêmement puissant en 2016. Si vous pensez à Hillary Clinton, elle n'a pas dit grand-chose en face. Elle disait tout un tas de petites choses qui correspondaient à de la bonne gestion, à des propositions raisonnables, mais il n'y avait pas de grand récit. En 2020, Donald Trump n'a pas un très bon récit. C'est la réélection. Il veut être réélu. Bon. Ça n'a pas marché. Il y a eu la vague Black Lives Matter qui a porté au niveau récit davantage Joe Biden. Mais en 2024, quand il revient, qu'est-ce qui s'est passé? C'est deux choses. C'est le récit du retour à un meilleur moment, le pré-Covid et le pré-Black Lives Matter. C'était les années 2018-2019. Souvenez-vous, j'étais président, tout allait bien. Il n'y avait pas ces délires progressistes et il n'y avait pas ces libéraux qui nous embêtaient. Et puis, c'est aussi le récit de la vengeance avec... ils ont essayé de m'écarter, ils essayent même de me tuer. Vous vous souvenez de la tentative d'assassinat? Et moi, je reviens, je résiste, je suis l'homme fort, pendant que Joe Biden était visuellement l'homme faible. J'arrête là avec Donald Trump, l'homme, pour ajouter un point sur l'homme qui rencontre la révolution. Et là, c'est assez long, du coup, je me tairai pour qu'on puisse en parler ensemble, mais... Cette révolution, c'est pas seulement la révolution MAGA à travers le parti ou le mouvement MAGA, c'est quelque chose d'un peu plus profond. On voit aux États-Unis, assez rapidement, après le retrait des troupes en Irak, dans les années 2010, un désir de l'Amérique de se replier sur elle-même, sur son continent, de mettre fin aux guerres sans fin, de se dessaisir de ses responsabilités internationales. Alors Obama proposait, lui, une gestion multilatérale coopérative, mais qui évitait, tout comme Trump, que l'Amérique ne soit trop en avant de ses responsabilités internationales. Et puis c'est une remise en question de la mondialisation, qui, dans l'esprit des Américains, a apporté de l'immigration et de la tension sur le marché du travail, a fait disparaître les jobs industriels, a emmené aussi, parce que c'est une réalité, la drogue, en particulier dans ces régions désindustrialisées, qui sont aussi les régions d'où étaient issus la plupart des vétérans de l'armée américaine. Donc on a des pans entiers de l'Amérique qui ont énormément souffert dans les années 2000-2010. Et donc, il y a une révolution qu'on considère maintenant post-libérale aux États-Unis, qui remet en question la démocratie libérale. Trump le comprend, non pas intellectuellement, mais instinctivement. Il s'en saisit et il arrive à la porter. En 2016, il avait à peine commencé. Et quand il fait ses 4 ans de traversée du désert, entre 2020 et 2024, il laisse le mouvement réfléchir, écrire, faire des propositions, ce qui donne en 2024-2025 un retour en pleine force. Merci beaucoup. Alors, je vais rebondir sur le mot récit. Donc, effectivement, le récit de Donald Trump. Est-ce que, alors si on va vers la politique étrangère de Donald Trump, est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de prolongement de ce récit dans sa politique étrangère? Avec certains mots que vous avez employés, il y avait le mot vengeance, ça m'a frappé. Est-ce que, voilà, comment ce récit fait le lien avec la politique étrangère qu'il met en place, qu'il choisit, avec toutes les surprises que nous avons? Alors, tout ce dont j'ai parlé est aussi soumis à l'épreuve des faits de cette année 2025. Qui a eu le malheur pour Donald Trump et peut-être pour le reste du monde de ne pas savoir encadrer les instincts de Donald Trump dans quelque chose de plutôt constructif, ce qui, à bien des titres, a été fait lors de sa première administration. Donc Donald Trump remettait en question les alliances et du coup a mis un peu la pression sur l'OTAN, ça a un peu aidé. Donald Trump remettait en question le commerce avec la Chine et du coup a mis la pression sur la Chine, c'était pas trop mal comme idée. Donald Trump était sceptique des interventions militaires, et ben finalement il a fait que des interventions ciblées. En 2025, il revient
et il est entouré de gens convaincus qui sont aussi dans le culte de la personne, combiné à la révolution, à l'idée du mouvement MAGA. Cette combinaison fait que, et en plus il a démontré sa méthode de vengeance qui consiste à s'attaquer à tous ses ennemis politiques, qu'ils soient des ennemis politiques de l'intérieur ou de l'étranger, avec une telle virulence qu'on ne s'en remet jamais, en réalité, des attaques de Donald Trump, qui fait qu'il est entouré de yes men. Il est entouré de gens qui ne lui disent que oui et qui n'apportent jamais aucune contradiction. Ça, combiné avec son penchant pour l'action plutôt qu'un penchant pour la réflexion, fait que ça a ouvert les vannes du grand n'importe quoi. Et je dois dire que là, peut-être on reviendra sur comment se prennent les décisions au sein de l'administration Trump. Mais là, on voit qu'il y a une fuite en avant vers l'action qui fait que Donald Trump, on lui propose de plus en plus d'actions risquées, comme il a une très haute tolérance au risque. Il est en train de prendre ses actions dans tous les sens et d'avancer à toute vitesse. Et donc, là où le bas blesse, c'est qu'en ce moment, Donald Trump est en train de perdre le récit. Ce récit qu'il avait savamment construit il faut revenir à des choses simples. L'Amérique, c'était des bons jobs, une famille classique et conservatrice, même si lui ne se l'est pas appliqué à lui-même. Hein. Des rôles pour les hommes et les femmes relativement classiques. C'est un retour de l'homme fort, que ce soit au département de la guerre ou que ce soit à la maison. Il invoquait tout un tas, ou dans son style de leadership par exemple, tout un tas d'idéals un peu masculinistes, etc. Et donc, tout en étant raisonnable. On ne va quand même pas s'occuper des problèmes des autres, qu'ils se débrouillent, eux, ils n'ont qu'à payer pour leur propre défense, etc. Et là, il est en train de brouiller toutes les cartes. Donc là, il y a une crise en ce moment au sein de son mouvement, au sein de l'Amérique MAGA qui le soutient, parce qu'on n'arrive plus à comprendre ce que Donald Trump veut et ni où il va. Il reste encore quelques éléments un peu de ligne sur lesquels on peut revenir, mais c'est vrai qu'on est dans un gros moment de doute, pas seulement pour si les Européens se sentent confus, croyez bien que les Américains aussi ne sont pas sûrs de comprendre ce qui se joue. Alors vous avez justement parlé du mouvement MAGA et vous avez publié cette étude MAGA Goes Global. Et ce qui m'intéresserait, c'est de vous entendre sur est-ce qu'il y a un projet de conquête, je dirais, MAGA sur l'Europe, d'un point de vue idéologique, du point de vue du récit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus s'il y a un projet d'exporter le mouvement MAGA vers l'Europe, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? C'est tout à fait une réalité, l'exportation du mouvement MAGA. Encore une fois, pour revenir, et c'est un projet qui n'est pas particulièrement porté par Donald Trump en réalité. Ce n'est pas lui qui s'intéresse le plus à ça. Son exercice du pouvoir vise actuellement à lui faire gagner des points lui-même, à remporter des victoires pour lui, pour son camp, pour l'Amérique, mais beaucoup moins à essayer de transformer le comportement des Européens. En revanche, derrière lui, il y a un véritable mouvement nationaliste, populiste et je dirais post-libéral. Encore une fois, ce mouvement qui vient de cette révolution intellectuelle de tout un camp de la droite américaine qui a décidé que un des bastions de régénérescence de la démocratie libérale. Certains de ces bastions, ce sont les universités, certains de ces bastions, ce sont la science et la culture, mais un de ces bastions, c'est l'Europe. Et fondamentalement, et Donald Trump est à peu près d'accord avec ça, avec l'agenda. Il comprend que pour détruire ses ennemis de l'intérieur, que sont les démocrates, il va falloir qu'il aille aussi les pourchasser en Europe. Parce que les démocrates trouvent des inspirations, des solidarités et finalement une légitimation par ce qui se passe en Europe. Tant que l'Europe est composée de démocraties libérales, vibrantes, pluralistes, humanistes, ouvertes au monde, elles offrent un modèle
qui est contraire à celui qu'offre ou que veut développer Donald Trump. Donc ça sert ses intérêts, mais derrière lui, c'est vraiment le mouvement MAGA. Alors on le dit beaucoup du vice-président J.D. Vance qui adhère beaucoup à ça, mais aussi le milliardaire Elon Musk. Mais de manière ce ne sont pas que eux, de manière plus profonde, il y a une vraie ambition. On l'a vu très bien dans le document de sécurité stratégique qui est sorti en novembre 2025, à la fin de l'année dernière, qui est un document normalement où sont représentées les ambitions de l'Amérique en Indo-Pacifique, Moyen-Orient, en Afrique, etc. Pour l'ensemble du monde, le mot d'ordre est le réalisme flexible. C'est comme ça que les intellectuels du département d'État l'ont décrit dans le document de stratégie en disant on va être réaliste et flexible pour ce qui est de nos interactions avec la Chine. On va arrêter de les critiquer sur leur politique intérieure. Pour ce qui est de nos relations avec la Russie, on va essayer de mettre fin à la guerre en Ukraine et on va faire du business. Donc on sent qu'on n'est plus du tout dans l'idéologie ni néoconservatrice, ni démocratie versus autoritarisme, etc., de l'administration précédente. Ça, c'est pour tout le monde, sauf pour l'Europe. L'Europe, dans ce document de sécurité, est traitée comme si c'était un État américain de l'intérieur en disant l'Europe se trompe sur sa politique migratoire, l'Europe est au bord de l'effacement civilisationnel, l'Europe est un lieu maintenant d'oppression de la liberté d'expression. Il faut transformer l'Europe et nous allons soutenir les mouvements patriotes qui ont l'intention de transformer l'Europe. Parce que c'est vrai qu'on avait parfois entendu dire qu'au fond, les États-Unis de Trump, c'est les États-Unis isolationnistes qui tournent le dos à l'Europe. Et en fait, dans ce que je comprends, mais vous allez peut-être me le confirmer, c'est pas tellement tourner le dos à l'Europe, c'est plutôt transformer l'Europe et faire que l'Europe soit à l'image des États-Unis aujourd'hui. Est-ce que c'est ça, en fait, un peu le projet? Si on pouvait dire qu'il y a un projet MAGA pour l'Europe. Il y a un projet MAGA, il y a une émulation MAGA. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le mot MAGA. J'ai le sentiment qu'on n'est pas encore arrivé sur le mot qui va permettre de décrire ce mouvement. Finalement, les mouvements nationalistes, populistes européens se décrivent très souvent comme des mouvements patriotes. Et on remarque, d'ailleurs, au Parlement européen, ce sont les Patriots for Europe, qui est par exemple un groupe qui rassemble des partis tels que le Rassemblement national en France. C'est le même terme qu'emploient les États-Unis pour les décrire. Donc, on a cette émulation intellectuelle très nette. Ce n'est pas, faut pas être naïf, et également, il ne faudrait pas réduire les mouvements nationalistes, populistes européens à simplement des mouvements qui seraient inventés par l'Amérique MAGA. On sait que ce n'est pas du tout ça. Ce qui se passe, c'est plutôt qu'il y a une véritable énergie dans ce camp intellectuel. Il y a d'ailleurs de nombreux écrits qui ont été partagés entre les nationalistes européens et les nationalistes américains. On sait que les Américains ont lu Renaud Camus et parlent du grand remplacement, qui était un concept vraiment au départ pas destiné à parler des populations latino-américaines aux États-Unis, et pourtant qui est reprise comme ça dans certains... quand on parle d'effacement civilisationnel, ces mots qu'utilise l'administration Trump, on entend un peu des analyses qui sont faites en Europe. Donc on sent qu'il y a... Et puis en plus, ils le décrivent très facilement. Steve Bannon soutient très fortement ces mouvements patriotes en Europe, organise des conférences. On a des think tanks en Pologne et en Hongrie qui viennent présenter à la Heritage Foundation leurs projets pour l'Europe. Le truc, c'est qu'ils ont en commun une base intellectuelle sur un certain nombre de valeurs. Ils se retrouvent dans certaines valeurs masculinistes, dans certaines valeurs sociétales, dans une certaine conception du rapport à l'immigration, à la mobilité, au pluralisme. En politique étrangère, finalement, il n'y a pas
tant d'espace en commun, puisqu'il faut se souvenir, ces mouvements sont avant tout, pour la plupart, nationalistes. Le nationalisme de l'un s'arrête où commence le nationalisme de l'autre. Et donc, même s'il y a une véritable volonté pour l'administration Trump de refaire l'Europe un peu à son image, la limite de ça, c'est qu'en fait, il commence à se rendre compte que certains de ces mouvements vont pas du tout être alignés, voire prendre des positions antithétiques, ou alors être en guerre ouverte en interne et donc pas être des alliés très mobilisables. Donc Donald Trump est un peu plus ambigu. Il sait que peut-être les leaders en place, même s'ils n'aiment pas beaucoup leurs orientations politiques, sont plus pratiques à utiliser maintenant. Il n'a pas son agenda idéologique vissé au corps. Mais je crois qu'on ne pourra pas s'épargner cette révolution nationaliste qui est en train d'emporter un peu le camp occidental. Révolution nationaliste, et peut-être que ma question va vous paraître naïve, et qui est autour des sensations que nous avons depuis... qui est cette sensation de vertige, en fait. C'est-à-dire que le sentiment que ce qui se passe aux États-Unis, c'est absolument vertigineux. Et au début, quand je vous ai présenté, j'ai évoqué le roman de Philip Roth, qui est donc une dystopie. Et on a l'impression de vivre une dystopie. Et on ne s'en remet pas, en fait. Mais est-ce que vous pouvez nous aider, nous éclairer un peu pour nous faire comprendre qu'effectivement, on a peut-être cette sensation de dystopie, mais qu'il y avait bien des éléments qui étaient peut-être déjà là, au préalable, aux États-Unis, qui expliquent que cela a pu être possible. Et peut-être, voilà, essayer de comprendre comment ce camp qu'on croyait être le camp occidental se retrouve ainsi désuni, en tout cas autour des valeurs que l'on croyait partager. Le sentiment de dystopie, on l'a ressenti à d'autres moments. Tout le monde se souvient de 2020. On a quand même tous vécu la dystopie en 2020, où qu'on soit, dans quel que soit le pays dans lequel on était. Moi, en l'occurrence, j'étais aux États-Unis. Et on avait un sentiment de dystopie absolument colossal. Mais l'élection de Donald Trump en 2016 a été un premier élément extrêmement frappant pour les gens qui regardent les relations transatlantiques. Au cours de la même année, on a eu le Brexit, avec pour la première fois un coup d'arrêt à cette expansion de l'Union européenne qui semblait inévitable, et un retour en arrière avec le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc, en fait, ce sentiment de dystopie, c'est avant tout des grands bouleversements historiques, je crois, qu'on est en train de traverser. Que donc d'autres ont connu à d'autres moments de grands bouleversements historiques. Et ce grand bouleversement historique vient... Et en fonction de comment est-ce qu'on le segmente, est-ce que c'est la fin de l'histoire, comme on l'a dit, donc la deuxième partie de ce qui a constitué, après les 40 années de mondialisation et d'expansion des échanges toujours plus importants, ou est-ce que ce sont les 80 dernières années avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'ordre international, ou parfois le désordre, mais qui s'était mis en place globalement autour du camp occidental, avec une domination du camp occidental. Là-dedans, les États-Unis ont toujours eu, même à travers ces 80 années, même à travers les 40 dernières années, un positionnement différent de celui de l'Europe. C'est peut-être la France qui l'a dit le plus souvent, en disant nos intérêts, les intérêts européens ne s'alignent pas toujours avec les intérêts américains. Et parfois, ce genre de phrase lui trouvait des critiques fortes à Bruxelles ou à Berlin ou à Londres, voilà, parce que les Français apparaissaient souvent comme des anti-américains. Mais il y avait ce sentiment qu'on n'était pas de toute façon toujours alignés. Il faut se souvenir que l'Amérique, au départ, qui est un pays jeune, s'est construite en opposition à l'Europe. L'Amérique s'est d'abord libérée du joug de la couronne britannique, s'est libérée ensuite des ingérences diverses et variées des Européens chez elle,
puis avec la doctrine Monroe dans son continent, son hémisphère occidental, comme on dit, et s'est construite sur un modèle différent, par exemple avec une séparation de l'Église et de l'État aux États-Unis, qui consiste surtout à séparer l'Église, à protéger l'Église, le culte de l'interférence de l'État, alors que nous avons un modèle qui est différent, qui consiste à protéger l'État des interférences de l'Église. Donc on avait de toute façon un continent différent. Et c'est un continent aussi qui a bénéficié, qui continue de bénéficier d'un surplus de sécurité. Il est entouré de 2 grands océans. C'est pas facile d'aller attaquer l'Amérique. Il était jusqu'à peu entouré de grands États, une seule frontière à chaque fois, Pacifique au nord et au sud. Bon, là, Donald Trump leur cherche des noises, mais globalement, c'est une région apaisée. Donc, et l'Amérique a énormément investi dans sa défense. Donc, en gros, elle est surarmée alors qu'elle est sous-menacée. Donc, la combinaison de une logique de sécurité qui n'est pas présente, à savoir pourquoi continuer à intervenir partout. Encore une fois, on peut revenir sur le cas bizarre de Donald Trump actuellement. Pourquoi continuer à intervenir? Pourquoi les Européens qui se sont plongés dans ces guerres mondiales continuent de peser si lourd finalement dans nos réflexions stratégiques? À quoi ça sert? Surtout si on commence à se dire que la prospérité, elle passe plus à 100% par l'Europe, mais elle passe aussi par l'Asie ou par des échanges d'un genre différent ou même par la réindustrialisation de l'Amérique. Alors j'évoquais justement nos troubles. Il y a un autre aspect qui nous trouble beaucoup, c'est la relation qu'entretient Donald Trump avec Vladimir Poutine. Et alors donc, des questions qu'on a envie de se poser, est-ce que Trump a trouvé des affinités idéologiques avec ce pouvoir autoritaire, viriliste? Est-ce qu'il s'agit d'un calcul géopolitique de sa part ou, à votre avis, une combinaison des deux? Alors, voilà, comment expliquer ce qui semble être une sorte de fascination? Il y a eu beaucoup de spéculations, il reste beaucoup de spéculations sur les liens entre Donald Trump et la Russie ou Donald Trump et Vladimir Poutine. En réalité, on a quand même eu un procureur spécial qui a fait une enquête assez longue. Il n'y a pas grand-chose qui en est sorti. Cela dit, on sait qu'il y a eu à un moment des déplacements de Donald Trump, etc. Mais je pense que l'idée que le président américain soit vraiment spécifiquement, personnellement lié à la Russie ou à son dirigeant est exagérée. Ce qu'on voit, c'est vraiment qu'il trouve en Vladimir Poutine un partenaire avec lequel travailler. Tout simplement. Et il se trouve que Donald Trump adore pouvoir travailler avec les hommes forts parce que les hommes forts, c'est facile. Donald Trump adopte des méthodes qui viennent du business pour gérer la diplomatie. Et ça consiste à tout mettre sur la table. Donc on met sur la table l'économie, et puis le pétrole, et puis la guerre, et puis les questions régionales. Et puis on met tout en même temps, on mélange et on fait un deal d'homme à homme, les yeux dans les yeux. On trouve avec le meilleur prix qui convient à tout le monde et on se met d'accord. Donc un système ultra concentré autour de son président, c'est parfait pour Donald Trump. Donc déjà, la première chose, c'est que Donald Trump adore les présidents qui peuvent prendre des décisions. Ça a un peu servi la France, parce que notre système de la Ve République permet au président français d'avoir quand même pas mal de cartes en main, et ça a été assez apprécié assez tôt par le président Trump, et c'est aux antithèses d'un système comme l'Allemagne, par exemple, qui ne comprend pas, ou encore plus l'Union européenne. Donc d'abord, c'est la fascination de l'homme fort. Ensuite, Vladimir Poutine et Donald Trump partagent un certain nombre d'objectifs stratégiques. L'un d'entre eux, c'est de se débarrasser de la contrainte européenne, du poids que l'Alliance fait peser, du devoir de soutenir l'Ukraine. Ce qui empêche, ce qui place les deux pays dans une position
d'adversaire, alors que Donald Trump, là c'est pas forcément partagé avec Vladimir Poutine, souhaite réhabiliter la Russie. Alors, dans le concert des nations, ça c'est pour Poutine, mais il pense même qu'il y a des deals à faire, qu'il y a finalement une manne pétrolière à exploiter, qu'il y a certainement plein de pays à développer, que comme la Russie a été un peu isolée, il y a plein de super deals d'immobilier à faire. Et donc, il y a plein de choses à faire avec un grand pays qui a pas mal d'argent, des grandes ressources fossiles, et que, au passage, avec lesquels on s'entend mieux qu'avec les Chinois. Or, ce qui est entre les deux, entre ce beau deal et Donald Trump, eh ben, il y a les méchants européens qui ne cessent de lui répéter que ça ne peut pas se produire, qu'il y a d'autres intérêts stratégiques pour l'Europe et pour les États-Unis, qu'il doit continuer d'ostraciser Poutine. Et à ce titre, il ne veut pas en entendre parler. Donc l'objectif de réhabilitation de la Russie, c'est un objectif stratégique de Trump, et pour le moment, il n'a pas encore tout à fait réussi. Alors, vous disiez sa fascination pour l'homme fort, donc c'est peut-être ça qui le fascine chez Poutine. Mais alors du coup, il y a peut-être, enfin pour nous Européens en tout cas, une sorte de paradoxe, parce qu'on pense à Volodymyr Zelensky. Alors c'est pas forcément homme fort qui conviendrait, mais en tout cas un homme d'exception, mais en tout cas qui a fait preuve d'une résilience, qui fait preuve d'une résilience absolument extraordinaire. Et là, il semble que ça ne marche pas du tout. Alors comment vous l'expliquez? Parce que dans un cas, on admire des valeurs morales, vous avez dit résilience, l'idée du héros qui se bat, mais qui est vis-à-vis des États-Unis dans une position de demandeur, qui n'apporte pas concrètement de bénéfices directs ni aux États-Unis, alors en dehors de la problématique géostratégique, ni à Donald Trump. C'est pour ça que pour garder les États-Unis intéressés, Donald Trump en particulier, intéressé en Ukraine, il y a eu l'idée de dire il y a des minerais critiques en Ukraine, il y a de l'argent à se faire, il y aura de la reconstruction, ça peut bénéficier les entreprises américaines. Donc là, il y a eu ça a fait un petit déclic qui n'a pas duré très longtemps, mais on n'est pas sur le même type d'homme fort. Il ne s'agit pas d'admirer en réalité la personne en face. Il s'agit de créer le rapport de force et de voir avec qui en face a les moyens de lui résister, qui est demandeur et auprès de qui il demande quoi que ce soit, et avec qui est-ce qu'il peut faire des deals qui sont exécutés immédiatement après avoir été signés. Je ne connais pas bien la Russie, mais je crois que Vladimir Poutine ne réfléchit pas du tout comme ça, c'est pas du tout. Mais en tout cas, il y a une forme d'illusion chez Donald Trump qu'il doit pouvoir mettre ça en place. J'ai encore peut-être deux questions, puis ensuite, voilà, on va échanger avec tous nos invités pour avoir tout le temps pour nos échanges. Je ne veux pas monopoliser la parole. Alors une question, c'est forcément lié à l'actualité aujourd'hui, et ce qui se passe bien évidemment au Moyen-Orient, et la guerre qui est menée contre l'Iran. Alors, comment l'Europe doit-elle, en fait, à votre avis, se positionner face à ces évolutions? Ma question n'est pas très, très facile, mais voilà, comment il lance des appels à la solidarité européenne, exprime sa colère parce qu'on n'est pas suffisamment, on ne le suit pas suffisamment. Voilà, c'est une épreuve. Comment? Mais peut-être avant ça, je me dis qu'il faut quand même que j'apporte une explication de pourquoi est-ce qu'il fait l'Iran. Pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans cette guerre? Honnêtement, c'est un peu... parce que c'est contradictoire avec justement la révolution MAGA dont on parlait, dont une des bases était aussi mettre fin aux guerres sans fin, ou en tout cas, pas forcément un isolationnisme, mais privilégier America First, c'est-à-dire les intérêts de l'Amérique au sens étroit. Encore une fois, l'Amérique a un surplus de sécurité, pourquoi se battre pour les autres? Au contraire, engranger des bénéfices de type économique, arrêter de dépenser la vie de soldats sans qu'il y ait voilà. Donc ça c'était le constat. Et puis, depuis que Donald Trump est aux affaires, il ne cesse de bombarder n'importe qui dans tous les sens. Il kidnappe un chef d'État et puis là, il s'est lancé dans une opération de très grande ampleur avec des très grandes ramifications. La première petite explication à très court terme,
c'est que donc personne ne lui dit non jamais. Et donc là, il s'est enfoncé dans des erreurs et son administration n'a pas su l'en empêcher. Et la première personne qui doit l'en empêcher, c'est son vice-président. Et J.D. Vance n'est pas sur cette ligne politique, mais apparemment, il n'a pas de courage. Barack Obama célébrait les contributions de Joe Biden en lui disant « c'est lui la dernière personne qui ose me dire non et c'est pour ça que je l'ai choisi et c'est ça qu'il a fait pendant les 8 ans où il était à la Maison-Blanche ». Là, manifestement, personne n'arrive à dire non à Donald Trump. Mais ça, c'est la petite explication. La plus grande explication, et on a essayé de travailler avec mes collègues vraiment assez en profondeur, puisqu'on a été frappé aussi de constater qu'un clan qu'on a appelé les restrainers, les partisans de la retenue, ceux qui avaient vraiment le vent en poupe au début de cette administration, dont beaucoup peuplent les rangs de l'administration, et ben, d'un seul coup se retrouvent pratiquement à faire la guerre comme des néoconservateurs. C'est assez incompréhensible. En fait, on a regardé un certain nombre d'études de cas, le Venezuela, le Groenland, l'Ukraine, etc. Et on a essayé de regarder les dynamiques au sein de cette administration, comment les décisions étaient prises. En théorie, les décisions dans une administration sont prises par le processus interagence, c'est-à-dire le département d'État parle au département qui s'appelle maintenant de la guerre, qui parle à la Maison-Blanche, et on se met d'accord sur des options politiques. Dans l'administration de Donald Trump, le seul objectif, c'est de satisfaire le boss, et le boss veut des victoires rapides, pas chères. Bon rapport qualité-prix et une super émission de télé à la clé, c'est-à-dire des belles opérations. Pour lui apporter ça, on se rend compte qu'il y a des groupes qui lui apportent des idées. Et pour l'action au Venezuela, ça a été vraiment mené par Marco Rubio, le secrétaire d'État, avec autour de groupes intéressés par Cuba, intéressés par le Venezuela, accompagnés de gens intéressés par le pétrole vénézuélien, etc. Et qui lui ont vendu une opération pas chère, facile, regardez, vous allez signer là, etc. Et ça va être super. Résultat, il l'a fait, c'est super. Bon. On verra plus tard. Mais en gros, ça a marché. On voit que pour le Groenland, il y avait à peu près le même genre d'opération. Et là, il y a énormément de gens, une faction qui existe, ce sont les Européens. Les Européens se sont mis en ordre de bataille collectivement, ont appuyé sur le Congrès, appuyé sur l'opinion publique américaine et ont réduit la fenêtre d'opportunité. On lui a apporté l'action Groenland. Non, là, je joue pas parce que c'est trop dangereux. L'Iran, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une faction énorme. Israël, bien sûr, mais aussi accompagné au sein de l'administration par des gens qui restent des héritiers du néoconservatisme. On peut faire quelque chose. C'est le moment historique d'affaiblir l'Iran. Depuis le 7 octobre, il y a eu une transformation du Moyen-Orient. Ils ont appuyé très fort. Personne n'a appuyé en face. Et là-dessus, je pense que les Européens devraient prendre leurs responsabilités parce qu'en réalité, ils ont laissé faire. Ils ne se sont pas mobilisés comme ils se sont mobilisés sur le Groenland. Ils n'ont pas empêché Donald Trump. Et donc, Donald Trump a agi parce qu'il préfère toujours agir que de ne pas agir. Et là, on se retrouve dans une situation absolument terrible. Et juste un mot pour dire ce que devraient faire les Européens. Alors, si je le savais. Pour le moment, ce que l'on constate, c'est que les Européens ont bien raison de ne pas se laisser emporter dans cette guerre en signant immédiatement pour se porter volontaire aux côtés de Donald Trump. Mais c'est aussi parce que Donald Trump n'a rien fait pour les préparer, ne fait rien pour continuer à les embarquer, ne fait que de la coercition. Il va peut-être réussir à tordre le bras à 2-3, mais pour le moment, il ne monte pas une coalition de soutien. Le problème, c'est qu'à un moment, il va se lasser, il va partir, et c'est les Européens qui vont devoir, avec les alliés du Golfe, gérer la situation qui est assez catastrophique. Donc moi, je dirais que malheureusement, les Européens auraient dû agir avant et comprendre que quand Donald Trump est poussé et lui-même encouragé et un petit peu enthousiaste sur une action qui a l'air très déstabilisatrice, les Européens doivent également en face expliquer, pousser, mettre des limites à son action en faisant jouer leur rôle de faction. Alors
Ça va me permettre d'aller vers ma dernière question, justement, sur l'Europe, hein, qui n'aurait pas dû se laisser faire. Mais peut-être que l'Europe, si je puis dire, s'est laissée faire parce qu'elle est divisée. Et ça me permet d'évoquer ce point, c'est-à-dire la question aussi, je dirais, la dimension en fait, culturelle et symbolique du rapport de force. Et donc souligner qu'effectivement la bataille avec l'Europe, elle n'est pas seulement géopolitique, mais c'est aussi une bataille civilisationnelle et narrative. Mais c'est, je crois, votre étude qui raconte ça, c'est que le problème de l'Europe, c'est que l'Europe est une archipel, donc qu'elle est fragmentée et qu'elle a du mal, en fait, à créer ou à consolider un narratif commun, même si par certains aspects, elle y parvient, mais c'est très difficile. Donc, quand elle est confrontée à de très graves crises de ce type, elle peut paraître divisée, ou sous influence, en tout cas. Voilà, sur la fragmentation européenne, peut-être, et qui rend difficile le narratif qui serait pourtant essentiel pour contrer, effectivement, cette offensive. Comme vous y avez fait référence, je vous encourage, vous pouvez trouver sur le site de l'ECFR cette étude, The European Archipelago, pour laquelle on s'est appuyé sur des études d'opinion que fait le CFR tous les 6 mois à peu près, où on interroge des Européens, là c'est dans 13 pays européens, sur des grandes questions de politique étrangère, politique de défense. Et on a pu constater qu'il y avait un certain réveil géopolitique des Européens. Ils sont de plus en plus nombreux à comprendre que les États-Unis sont moins un allié qu'un partenaire. C'est-à-dire qu'un partenaire, c'est le même qualificatif qui est utilisé pour l'Inde ou pour la Turquie. Ce n'est pas exactement la même chose qu'un allié sur lequel on peut toujours compter. Ils sont de plus en plus nombreux à comprendre qu'il va falloir s'armer pour la propre défense de l'Europe, à titre national ou à titre européen. Ils sont de plus en plus nombreux à croire dans les valeurs de l'Union européenne et en pensant que c'est important de les défendre en ce moment. Le problème qu'on a constaté, c'est que ces 3 éléments qui sont un peu les éléments d'une pensée géopolitique, on se rend compte qu'ils ne sont pas tout à fait, je cherche le mot, c'est overlap, qui ne se recoupent pas tous. Ils ne se recoupent pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'Européens qui considèrent qu'on ne peut plus faire confiance à l'Amérique, mais pour autant, ils ne sont pas devenus pro-européens. Il y a un certain nombre d'Européens qui pensent que l'Europe, c'est formidable, mais ça ne sert à rien de dépenser pour la défense, donc voilà, ça ne sert à rien de la défendre. Il y a un certain nombre qui trouvent que l'Amérique, c'est formidable et que l'Europe, c'est pas terrible. Ça, c'est seulement 5% des Européens. Je vous avoue, ce n'est pas le plus gros groupe. Mais donc, on les a organisés un peu en groupe et on a essayé de réfléchir quels pouvaient être les récits qui unissent une majorité d'Européens en faveur d'un renforcement des efforts de défense, en faveur d'une défense de l'Europe commune, etc. Donc, on fait un certain nombre de propositions. Mais c'est ça les véritables difficultés. On vit un moment de transition et tout le monde n'est pas d'accord avec le constat fondamental. Tout le monde ne sait pas exactement, par exemple, dans ce divorce que l'on est en train de vivre avec l'Amérique, les Européens sont positionnés à des échelons très différents. Pour donner un exemple, en Bulgarie, seulement 10% de la population dit que les États-Unis sont toujours un allié. C'est 30% de la population polonaise qui pense la même chose. À travers toute l'Europe, on est sur 20-25%. Donc dans tous les cas, on voit que c'est peu, assez peu. Et même les Polonais ont reculé, ça a baissé. Les Danois, qui étaient à 50%, qui disaient, parce qu'on pose la question, tous les 6 mois on pose les mêmes questions, ils disaient à 54%, je crois, en 2024 que l'Amérique était leur allié, sont plus qu'à, de mémoire, 25. C'est-à-dire que l'effet Groenland, ça a été absolument catastrophique. Mais plus que ça, on a dans certains pays européens maintenant presque un quart de la population qui dit que les États-Unis sont soit un rival, soit un adversaire, qui sont des qualificatifs qui sont d'abord utilisés pour la Russie. Et un quart en France, un quart en Allemagne et un quart en Bulgarie. Donc on voit qu'il y a mais ça laisse encore pas mal de distance entre les perceptions polonaises, par exemple, et les perceptions bulgares. Et donc, pour trouver un élément de travail en commun, c'est pas si facile.
outils communs qui puissent nous permettre d'agir. Mille merci pour ces échanges absolument passionnants. Et j'aimerais maintenant donner un peu de temps à nos amis, au public qui est ici. On va peut-être déjà vous applaudir. Donc voilà, ma collègue va faire circuler le micro. Donc vous pouvez poser vos questions aussi bien en bulgare qu'en français. Également en anglais aussi, je pense que c'est possible. Voilà, qui veut se lancer? Première question. Merci pour vos explications. J'aurais voulu savoir à quel niveau vous situez les relations entre Israël et les États-Unis, et quel a pu être le niveau d'influence de Netanyahou sur la décision de Trump. Les États-Unis et Israël sont des alliés historiques, mais on sait ce que Donald Trump fait de ses alliés historiques. Parfois, il les néglige complètement. Donc, ce n'est pas forcément un argument dans ce cas-là. Netanyahou, en particulier, a une influence très grande sur la prise de décision de Donald Trump. Les deux hommes, entre eux, se sont vus, je crois, plus de 6 fois entre le mois de décembre et le début, ou le mois de novembre et le début de la guerre. Il y a eu un effort israélien très net, donc de se comporter, comme je le disais, comme groupe d'intérêt ou comme faction, un peu comme à diverses reprises d'autres poussant, par exemple, l'opération au Venezuela, ont pu agir, en essayant de travailler l'administration Trump dans le sens en faveur d'une action, en disant c'est le moment historique pour le faire. Dans le même temps, et Donald Trump est toujours à la recherche de l'opération qui lui permettra soit d'avoir un prix Nobel, soit de rester dans l'histoire, en tout cas quelque chose qui flatte son ego et qui ait des avantages immédiats et tangibles. Et manifestement, Netanyahou a réussi à le convaincre de ça, que ce serait peu coûteux et que ce serait transformateur et historique. Et là, je pense qu'il commence à se rendre compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Et on commence à avoir des défections. Aujourd'hui, il y a eu le directeur du contre-terrorisme du département au renseignement qui a démissionné. On commence à avoir des défections de gens qui disent en fait, on s'est lancé là-dedans, ça a été trop vite, c'était mal préparé, et on va voir le genre de débats qui ont émergé beaucoup plus tard avec la guerre en Irak, mais là qui émerge assez vite avec cette guerre qui est véritablement une guerre de choix, et que Donald Trump n'arrive pas manifestement à arrêter très rapidement. Donc les Israéliens ont joué un rôle très important au cours des 2-3 derniers mois, mais je dirais que historiquement, ce qui a joué, ce sont en fait les deux dernières années et demie, depuis le 7 octobre, où la réponse israélienne, notamment régionale, je ne parle pas de Gaza, a véritablement affaibli l'Iran. Et on a eu, entre la combinaison de la décapitation du chef du Hezbollah et des attaques sur le Hezbollah, les attaques contre les Houthis au Yémen, encore que ça ne les a pas tant affaiblis que ça, les bombardements américains sur les installations nucléaires en juin dernier, qui étaient un peu dans la même logique. On avait un régime iranien qui a été démontré au mois de janvier à travers les manifestations et des répressions absolument sanglantes et abominables, que c'est un régime aux abois. Et donc là, était construite l'idée que c'était le moment historique de faire tomber ce régime. Je reste quand même encore surprise de savoir comment est-ce que les Américains ont réussi à se convaincre que quand même c'était une bonne idée d'essayer de faire ça. Mais manifestement, ils ont trouvé ça trop tentant de faire cet acte historique qui est pas seulement de faire tomber le régime ou de faire tomber le régime, mais aussi de le désarmer en s'attaquant en particulier aux sites de production de missiles balistiques et usines de drones.
Ils se sont dit que c'était une occasion à saisir. Les Israéliens étaient très partants et poussés pour, mais je pense qu'à la fin, la décision appartient aux États-Unis. C'est pas une manipulation. Ils ont simplement joué leur rôle de, voilà, ils ont fait pencher la balance très très fortement dans un camp. C'est ça qu'ils souhaitaient. Mais c'est la première fois que là, l'Amérique décide de s'allier avec Israël dans une opération militaire et qui sort complètement de ses efforts passés avec un semblant d'équilibrage stratégique. Et là, vraiment, on a un alignement des intérêts entre les deux pays. Le problème, c'est que dans le cas israélien, il y a la perception que peu importe si ça dure, de toute façon, l'Iran est affaibli, tout ça, c'est un bénéfice, et il y a une forte résilience du côté des Israéliens. Donald Trump, il aurait voulu rester une semaine et sortir, quoi. Et donc là, on voit la contradiction, et c'est difficile ce qui m'amène à penser qu'il voudrait bien que les Européens viennent lui sauver la peau. C'est ça qu'il est en train de demander. Et il le fait en l'exigeant, comme un chef de gang dit vous devez faire ça pour moi parce que c'est un test de loyauté, menace immédiate. Donc, et il n'y a aucun intérêt pour les Européens. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun intérêt, il faut absolument dire non. Mais d'un autre côté, on subit toutes les conséquences. D'autres, monsieur, ici. Bonjour Madame Bellin, merci beaucoup de tout le temps que vous nous avez consacré. J'aimerais vous poser cette question qui m'est venue à l'esprit. Donc avec les fichiers Epstein qui sont sortis récemment, où Donald Trump est cité à de multiples reprises, et à l'approche des élections de mi-mandat, pensez-vous qu'il serait plausible que Donald Trump ait attaqué l'Iran pour tenter peut-être d'attirer l'attention vers l'attention des médias vers un autre sujet? D'ailleurs, on peut voir un peu que cette guerre, elle a été un peu faite dans la rapidité, dans l'action, en étant pressé. On a vu que est-ce qu'il aurait prévu que en fait le détroit d'Ormuz aurait été bloqué par les Iraniens? Voilà, j'aimerais vous poser ces deux questions et merci de votre future réponse. Je crois pas trop à la théorie qui voudrait qu'il a voulu changer de sujet et qu'il a fait une opération aussi massive, aussi dangereuse, avec autant de force pour simplement changer de sujet, alors que c'est quelqu'un qui a assumé son passé. Enfin, il l'assume pas. Il dit qu'il est complètement blanchi, mais qui ment, qui n'a aucun scrupule à mentir à 100% sur son passé, ses liens avec Epstein, qui n'a aucune intention. Il n'y a aucun risque qu'il passe devant une audition bien longtemps avant que les équilibres politiques aient changé aux États-Unis. Il n'aime pas la mauvaise presse, mais je pense qu'on est sur des niveaux différents. Juste, ça tombe bien, tant mieux. Pour lui, de son point de vue, tant mieux, ça fait passer un peu Epstein au deuxième rang. Mais on a deux choses qu'on constate. D'abord, Donald Trump a déjà démontré sa volonté, sa capacité de frapper très fort et de prendre une action que personne d'autre n'avait fait avant lui à travers la guerre des 12 jours à travers les bombardements des sites nucléaires iraniens de juin dernier. Donc il avait déjà à ce moment-là, on a déjà réalisé à ce moment-là qu'il avait l'intention de saisir l'opportunité historique d'un Iran affaibli, et avec l'espoir pour lui qu'une fois qu'il avait fait ça, il allait décrocher un deal. Et encore une fois, lui, ça lui irait bien de réhabiliter un Iran qui serait d'un seul coup, qui ferait un grand deal et puis qui achèterait plein de trucs américains et qui lui en vendrait, etc. Donc tout ça, ça lui irait bien. Mais c'est sans compter les choix idéologiques, théocratiques, géostratégiques des partenaires en face. Donc ensuite, on arrive à la fin de l'année, on a vu qu'il y avait déjà des mouvements de troupes dans cette direction, mais ce qui a changé vraiment son calcul, c'est l'opération du Venezuela.
L'opération du Venezuela, il n'y avait pas une explication, mais un faisceau d'explications. L'explication pour Donald Trump, c'est une victoire rapide qui fait bien, qui montre qu'on est un homme fort, qui réhabilite la puissance américaine et la puissance du président. Jackpot, il a dit oui, ça a très bien marché. Et ça, manifestement, il y a eu un lien qui s'est créé dans sa tête en se disant bah, allez, maintenant, l'Iran, c'est possible, ça va marcher comme le Venezuela. Donc, on a vu les troupes continuer à arriver, les bateaux continuer à arriver. Et après, face à une telle accumulation de force et toujours sa demande de dire je veux un deal satisfaisant ou sinon on attaque, à un moment, il s'est dit, rapport qualité-prix, il s'est dit il vaut mieux attaquer. Je ne sais pas qui le conseille, mais ce n'est pas excellent. Si, je sais qu'il le conseille, mais il ne le conseille pas. C'est ça le problème, c'est que personne ne lui donne de bons conseils. Personne ne lui dit jamais non. C'est comme ChatGPT qui dit tout le temps oui, c'est formidable, vous êtes très intelligent. Vous avez tous vu les parodies. Qu'est-ce que ça fait, ChatGPT? C'est le président ChatGPT à qui on dit tout le temps oui, c'est formidable, quelle bonne idée, dites-moi plus. Et donc, il fait une opération mal pensée et sans sortie de guerre. Oui, au fond. Ça fonctionne, oui. Merci beaucoup de cette conférence. Je voudrais dire que je pense que beaucoup de personnes sont à l'opinion qu'au futur, on se demandera pourquoi personne n'a fait rien pour arrêter Trump. Donc, selon vous, faut-il que l'Europe s'oppose à ces actions maintenant, comme par exemple a fait le président d'Espagne? Merci. C'est une très bonne question. Ce qu'a fait le président espagnol a eu vraiment le mérite de la clarté morale. Quelque part, ça ne sert à rien, mais ça fait du bien. Ça permet pour l'histoire d'ancrer qu'à un moment, des Européens continuaient de dire les choses, de rappeler le droit international. Ça permet de dire qu'il n'y a pas une impunité totale, il y aura au moins pour l'histoire quelqu'un qui s'est opposé. Mais je crois plus largement que les Européens doivent commencer à comprendre. C'est pour ça que nous, on essaie d'y réfléchir de comment on s'oppose à Donald Trump. Parce que ça, par exemple, cette action de Pedro Sanchez, qui dit le droit ou qui dit... Ben, d'accord, mais ça n'a pas d'impact sur l'action. Donc, ce qu'on se demande, c'est comment avoir un impact sur l'action. Et pour ça, on a regardé d'assez près ce qui s'est passé autour du Groenland. Parce que même si l'affaire n'est pas terminée, il va revenir sur le Groenland. On a réussi à faire reculer Donald Trump collectivement, avec beaucoup d'actions différentes, avec des actions pas toujours coordonnées, mais avec quand même une certaine clarté de principe. On n'envahit pas un territoire souverain, on n'envahit pas ses alliés. Le destin du Groenland n'appartient qu'aux Groenlandais. Les Européens seront en solidarité totale avec les autres Européens. Il y avait un certain nombre de principes. Doublé avec les principes, il y a eu un certain nombre d'actions. Un envoi de troupes, aussi minuscule soit-il, ça a compté. Des efforts de lobbying très forts au Congrès, dans les médias américains, auprès du public américain. Et à un moment, le président français qui mentionne l'instrument anti-coercition, qui est un instrument qui était destiné à prendre des décisions contre la Chine, mais que là, il suggère contre les États-Unis et qui permet d'ajouter donc une menace économique. La combinaison de tout ça, à mon avis, mon analyse, c'est qu'a réduit la fenêtre d'opportunité d'agir de Donald Trump. Donald Trump, comme un businessman, essaie de faire les choses avec le prix le plus bas possible, le coût moindre. Et puis quand ça devient trop cher, il ne fait pas. Et le Groenland, c'est devenu trop cher. Et l'Iran, pour le moment, c'était pas trop cher.
on lui a vendu pour pas cher, il y est allé, là ça va commencer à devenir cher. Le problème c'est donc, là les Iraniens font monter les enchères, ça devient cher pour Donald Trump. Il voudrait que ce soit nous qui payions la note en envoyant des troupes. La question, c'est maintenant que nous, on va avoir deux difficultés, il va falloir qu'on gère la situation. Mais comment est-ce qu'on contraint les prochaines prises de décision en réfléchissant autour de la réduction de cette fenêtre d'opportunité? Et donc, ça passe par le rappel des principes, comme l'a fait Pedro Sanchez, mais ça doit passer aussi par des instruments concrets qui font monter le prix. Une question tout au fond. Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence. J'avais une question par rapport aux raisons que vous avancez pour essayer de comprendre les actions de Donald Trump. Est-ce qu'on pourrait aussi voir une volonté de mener une politique d'endiguement, un petit peu comme on a vu avec la doctrine Truman, avec le canal de Panama ou avec le Groenland, ou encore avec, avec le cas du Venezuela qui était un allié de la Chine? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une volonté aussi de limiter l'influence chinoise à plus long terme, plutôt que de voir ça d'un peut-être une autre analyse par rapport à celle de coup rapide, d'une volonté de satisfaire l'opinion Merci. Cette analyse se prête vraiment bien à ce qui s'est passé sur tout le continent américain, nord et sud, avec l'idée de reprendre à la Chine des territoires qui ont été un peu, en termes d'influence, abandonnés par les États-Unis, et de contraindre les Chinois dans cette... Donc lui, Donald Trump s'en vante beaucoup avec la doctrine Monroe, qui est le corollaire de la doctrine Monroe, qui serait de réunifier ce continent américain sous une bannière et sous un leadership américain. On se rend compte que ça a été marginalement important sur le Venezuela, avec un certain nombre de tankers remplis de pétrole qui ne sont pas allés en Chine, qui ont été déroutés. Mais c'est surtout Cuba que ça a affecté à un terme plus court, et on pense que c'est plutôt la faction cubaine qui a joué dans cette prise de décision. C'est vrai sur Panama, mais c'est avant tout essayer de reprendre des marges de manœuvre sur Panama plutôt que de contraindre la Chine. C'est avant tout pour faire bénéficier les États-Unis. Et c'est pas si vrai que ça sur le Groenland. Un peu, c'est revendiqué, mais les Danois, les Groenlandais, les Européens eux-mêmes disent que les influences quand même chinoises sur cette terre et les incursions sont quand même encore très très limitées. Mais c'est en partie vrai pour l'idée de resanctuariser et de réaugmenter ce surplus de sécurité sur le continent. Après, quand on regarde le reste du monde, et notamment cette intervention en Iran, c'est difficile de le lire à travers le prisme chinois. D'ailleurs, il y a beaucoup d'incohérences chez Trump sur la question chinoise. Xi Jinping est peut-être un des rares dirigeants qui lui fait véritablement peur, avec lesquels il a qui crée le rapport de force de manière très 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 efficace, et qui fait que Donald Trump impose des droits de douane, mais ensuite est obligé de reculer, en réimpose, mais en prend en face. Il y a eu des problèmes sur les exportations de minerais critiques et les restrictions imposées par les Chinois. On sent un rapport de force entre ces deux géants qui est très marqué. Donc Donald Trump lui-même, je pense, je ne sais pas si je peux m'avancer, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas un avis très tranché sur la Chine, en fait. L'important, c'est les droits de douane, ça il adore, mais qui s'appliquent à la Chine ou à tous les autres pays. Voilà, c'est pour tout le monde, et il faut reproduire aux États-Unis, il faut réindustrialiser l'Amérique. Ça compte pour lui, mais c'est tout aussi bien sur la Chine que sur l'Inde, que sur je sais pas quoi. En revanche, au sein de son administration, il y a des gens qui réfléchissent à la Chine, mais ce dont on se rend compte, c'est que ceux qui réfléchissent à la Chine sur le problème sécuritaire, c'est-à-dire autour de Taïwan, sont vraiment en recul.
Et ils ont même été obligés, ou ceux qui travaillent sur le Japon, la Corée du Sud, ils ont été obligés de faire passer des systèmes d'armes qui étaient prévus pour ces bases américaines-là vers l'Iran, vers le Golfe, parce que justement, à cause de cette guerre, donc on voit bien qu'il y a un dépivot qui part vers l'Asie, donc c'est très non priorisé. Et ceux qui avaient envie d'être très durs commercialement, économiquement contre la Chine sont aussi un petit peu en recul. Et dans un dernier mot sur le document de stratégie de novembre dernier du département d'État, on comprend, il est dit que si les États-Unis et la Chine trouvaient un moment d'harmonie, il pourrait y avoir un marché et un commerce de 30 trilliards de dollars qui pourrait naître de cette coopération. Et donc ce qu'on dit, un peu comme analyse de ça, c'est que les Américains ont compris qu'ils avaient accumulé du retard. Ils ont été très marqués par DeepSeek et le retard technologique qu'ils ont accumulé dans un certain nombre de choses, dans les minerais critiques également. Et ils se disent, il vaut mieux avoir 10 ans de paix relative avec les Chinois pour qu'on rattrape le coup, plutôt que de rentrer maintenant dans une grande confrontation avec la Chine, parce que la Chine est plutôt sur une phase descendante, les États-Unis sont plutôt sur une phase ascendante, et donc la situation va se réinverser positivement. Ça, c'est les stratèges qui réfléchissent comme ça. Donald Trump, c'est à plus court terme. Une dernière question, parce que je crois que vous avez une contrainte vers 20h, malheureusement. Il y avait madame aussi qui avait une question. Sinon, ou alors deux dernières. Alors madame et puis monsieur après. Voilà. Ah, très bien. D'abord il y a madame et puis après la personne là-bas. Да, благодаря много. Аз ще си задам на български въпрос. Не ми е много силен френски. По принцип, мислите ли, че този случай сега, който обсъждаме, ще даде повод на други по-големи държави да продължат нарушаването на международните договори, които поне до сега все пак сдържаха подобни изяви. ООН и други такива, които са членува по-голямата част от света. Примерно Китай тия дни ни споменават вече твърдо, че ще се намеси в Тайван и други такива, които тлеят по целия свят. И дори аз лично вече виждам тук-таме в някои репортажи се споменава думата, Трета световна война. Да не си спомняме там фразата, че ако в първо действие в една пиеса, ако има пушка на сцената, тя непременно към трето действие, тя ще влезе в действие. Така, какво мислите? Това е трудно наистина, всеки да го предскаже, но просто ми се иска все пак да има някаква надежда, да не се стига до това, което си мисля. Така. Благодаря. Аз също на български ще питам. Според вас колко е възможно, понеже Тръмп променя и прави неща, които не са правени от президент до сега, колко е възможно да си удължи мандата или да направи така, че да бъде преизбран и за трети мандат също? Благодаря. Oui, c'est la réponse. Je vais commencer par la dernière question. Donc oui, il est possible que Donald Trump cherche à avoir un troisième mandat. Et cette question qui semble constitutionnellement absolument impossible, en réalité, beaucoup d'experts considèrent, il y a des débats d'experts, disons,
considère que Donald Trump peut le faire de facto et rendre la décision de la Cour suprême impossible à prendre avant que la campagne soit pleinement lancée et ensuite impossible à prendre parce qu'on ne peut pas éliminer le candidat à 6 mois de l'élection présidentielle. Et donc en gros, qu'il arrive à créer les conditions de sa réélection simplement par le simple fait de se déclarer candidat. Ça engendrerait énormément de contre-pouvoirs en interne avec des États qui vont essayer du coup d'invalider cette tentative et par exemple de ne pas le mettre sur les bulletins de vote. On aurait vraiment un chaos très important, mais il a fait part plusieurs fois de son intérêt pour un tel scénario et donc techniquement, politiquement, ce n'est pas si impossible que ça. En même temps, on commence à se rendre compte que, d'abord, il est vieux, et ensuite, il vieillit. Et il vieillit très rapidement dans ce deuxième mandat. Étant donné le niveau d'action qu'il a, Donald Trump, là, actuellement, il ne fait pas semblant de travailler, même si sa manière à lui est assez particulière. Et il sera peut-être tout naturellement empêché, mais plus que ça, il peut avoir à un moment pris la décision que c'est plus dans son intérêt, qu'il est plus capable de faire ça. Il a préparé plusieurs fois l'opinion publique dans les deux sens, à célébrer Marco Rubio et J.D. Vance à plusieurs reprises. En ce moment, c'est plutôt Marco Rubio qui a ses faveurs. Et à d'autres reprises où il a dit... franchement, sans moi, il n'y a pas de mouvement, c'est pas envisageable et ce serait bien normal que je me représente. Donc je pense que tout est ouvert, mais le dernier point, c'est que les conditions politiques ne seront peut-être pas là. Là, il passe vraiment une mauvaise phase. Ça ne dit pas forcément qu'il va perdre les élections de mi-mandat, mais il va falloir qu'il trouve le récit qu'il a arrêté d'écrire à propos de ce qu'il est en train de faire. Il va falloir qu'il le construise s'il veut limiter la casse au mois de novembre. Et ensuite, dans 2 ans, qui sait ce que sera devenue la démocratie américaine? Il y a beaucoup de tentatives de confusion autour des élections, à la fois de mi-mandat, autour du système électoral de suffrage indirect aux États-Unis, qui est quand même un système compliqué. Il y a beaucoup de modifications de la loi électorale, à la fois fédérale et dans les États en ce moment. Donc, beaucoup de confusion. Je pense qu'il pourrait en profiter pour peut-être se lancer en 2028. Mais je pense que là, en ce moment, il est un peu rattrapé et par les réalités politiques et par son âge. Pour la Troisième Guerre mondiale et la Chine qui pourrait envahir Taïwan et les raisons d'espérer, pour terminer là-dessus, ça va un peu dans le même sens que ce que je viens de dire. Je crois que Donald Trump, en ce moment, en fait beaucoup trop. Ça va trop vite. Le monde est en train de s'emballer. Donc tout le monde en profite. Les Chinois vont en profiter. Ils vont peut-être en profiter autour de Taïwan. Mais du coup, il ne pourra pas défendre Taïwan. Ce qui est peut-être en train d'être sacrifié, c'est l'hégémonie, enfin, c'est d'empêcher l'hégémonie chinoise dans la région. Peut-être que ça, c'est juste plus arrêtable en ce moment. Mais ce qu'on voit aussi rapidement, c'est qu'il y a les esprits qui changent. L'Europe veut désormais se défendre, encore une fois avec certaines divergences. L'Europe se cherche des partenaires. Il y a un monde en dehors des États-Unis, en dehors de la Chine, qui a envie de s'unir. On n'a jamais vu autant d'appels du pied de pays tels que l'Inde, tels que l'Australie, tels que la Corée du Sud, mais aussi des partenaires en Afrique, au Moyen-Orient. Les pays du Golfe, là, quand même, ont déchanté avec les États-Unis et comptent un peu plus sur les Européens. Il y a un monde qui est en mouvement très rapide. Je pense que, donc, pour moi, la Troisième Guerre mondiale n'est pas du tout inévitable. C'est juste que tout est en train de se remettre en place très très vite et qu'il est de notre devoir et de notre intérêt de réfléchir très vite et très fort à des propositions de transformation des institutions multilatérales, de suggestions, des choses très créatives. En fait, Donald Trump a le mérite d'être créatif quand il suggère The Board of Peace, le Conseil pour la paix. C'est ridicule, égocentrique, narcissique, tout ce qu'on veut, mais il a compris qu'il fallait proposer, en ce moment de crise générale, des choses nouvelles. Et c'est maintenant aux Européens d'arrêter d'être terrifiés
et replier sur eux-mêmes et de proposer des choses nouvelles pour ce monde post-Trump. Applaudir. Cela me permet de faire le lien avec les prochaines rencontres que nous allons avoir ici. Ce sera le 1er avril avec Philippe Sands. Donc on va évoquer le droit international et ça sera aussi un échange littéraire puisque Agnès de Sarthe sera là. Et donc on va évoquer droit international, mémoire et littérature. Est-ce que peuvent faire les mots en fait face à ce que nous vivons aujourd'hui? Alors, mille merci pour cette conférence passionnante. On aurait voulu vous garder encore très longtemps, mais je sais que vous avez une obligation vers 8 heures. Mais voilà, je voudrais qu'on vous applaudisse à nouveau et vous remercier d'être venu ici à l'Institut français de Bulgarie à Sofia. Mille merci. Merci beaucoup.